Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour, ce soir, qu'est-il arrivé à la démocratie britannique ? Depuis 3 ans maintenant, l'Europe, mais aussi la Grande-Bretagne, vivent à l'heure du Brexit. Sortira pas et dans quelles conditions ? Voilà les questions récurrentes qui finissent par lasser les opinions publiques, mais passionnent les politologues, les chercheurs, les journalistes, les admirateurs ou contempteurs de la démocratie britannique. Depuis 3 siècles, en effet, ce régime parlementaire a subjugué par sa plasticité, par son efficacité, une grande partie des intellectuels européens. Car malgré les aléas des 19e et 20e siècles, la décolonisation, les guerres mondiales et la perte d'influence de la Grande-Bretagne dans le monde, monarchie, parlement et peuple semblaient avoir trouvé un équilibre. Ces dernières semaines, cet équilibre a été rompu et chacun se demande ce qui est arrivé à la démocratie britannique en ce jour de fin de travaux du Parlement britannique. C'est la question que nous poserons à nos 3 invités, 2 professeurs de droit public. Emmanuel Saunier-Cassia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc professeur de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et Aurélien Antoine, il est à l'université de Saint-Étienne et vous vous trouvez dans les studios de Radio France à Lyon qui vous accueillent. Bonsoir. Bonsoir. Et ainsi que Adrien Rode, il est maître de conférences en civilisation britannique et du Commonwealth à Sciences Po Saint-Germain et à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. I would like to make a personal statement to the House. At the 2017 election, I promised my wife and children that it would be my last. This is a pledge that I intend to keep. If the House votes tonight for an early general election, c'était il y a 1h30 maintenant, le président de la Chambre des communes, John Bercow, le speaker John Bercow, annonçait qu'il allait démissionner au plus tard le 31 octobre pour respecter la promesse qu'il avait faite en 2017 à sa femme et à ses enfants. Ça paraît un peu étrange, mais tout paraît étrange, Emmanuel Saunier-Cassia, dans ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs années en Grande-Bretagne, à la Chambre des communes, à la Chambre des Lords, à Westminster ou ailleurs. Tout paraît étrange parce qu'effectivement, voilà un feuilleton qui ne cesse de se continuer. On pouvait penser qu'il s'arrêterait au printemps dernier, il a continué. On pourrait penser qu'il s'arrête bientôt, et puis en fait, ça n'est pas le cas. Alors je ne sais pas si tout est étrange, mais tout est surprenant en tout cas. Vous avez raison. En raison certainement de la situation inédite à laquelle les Britanniques ont à faire face, aussi bien le peuple, le Parlement et l'exécutif, comme vous l'avez rappelé, puisque, comme vous l'avez dit, l'équilibre peut-être est rompu dans ce qui est habituel au Royaume-Uni, une espèce de consensus, même si l'histoire a montré qu'il y a déjà eu des périodes extrêmement tendues entre le Parlement, le peuple et l'exécutif. Mais effectivement, c'est une succession de choses assez étonnante parce qu'on redécouvre aussi un certain nombre de procédures parlementaires que tout le monde ne connaissait pas, y compris au Parlement, et qu'on en apprend aussi chaque jour, nous-mêmes, les experts et les intellectuels. Oui, Aurélien Antoine, vous devez être content parce que tout compte fait, quand on lance un observatoire du Brexit, comme ça vous est arrivé avec d'autres, eh bien, à l'université de Saint-Étienne, vous vous apercevez que c'est un véritable feuilleton et que vous enrichissez chaque jour à la fois votre connaissance et la connaissance de ceux et de celles qui viennent sur le site internet que vous avez monté justement pour pouvoir observer ce qui se passait depuis maintenant plusieurs années. Oui, je m'y attendais pas, à dire vrai, parce que c'est quand même des années que je travaille sur le droit constitutionnel britannique. Il se trouve que j'avais commis un petit ouvrage quelques semaines avant le Brexit. Les éditeurs disaient « Oh, mais ça va pas se vendre ». Vous savez, le Royaume-Uni, c'est à la fois proche et éloigné. Mais je crois qu'effectivement, on a tous été surpris par ces événements. Et le titre d'observatoire était voulu parce qu'on observe quelque chose qu'on avait un peu oublié dans la recherche scientifique française. Il y a une grande période d'anglophilie, notamment chez les juristes. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec aussi la construction européenne, eh bien, on a un peu perdu de vue le régime britannique. Et c'est vrai que
c'est une espèce de génie, entre guillemets, qu'on redécouvre, parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Adrien Rod, même chose, vous êtes maître de conférences en civilisation britannique et du Commonwealth, et donc vous avez été sollicité, comme tous ceux et toutes celles qui connaissent donc la Grande-Bretagne, pour pouvoir intervenir et commenter ce qui se passait. Est-ce que, comme l'a dit Dominic Grieve, qui est un député conservateur et l'ancien procureur général dans Libération il y a quelques jours, le Brexit est un processus étonnamment corrosif, y compris pour ceux qui commentent justement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, on est quasiment obligé chaque jour de détruire ce qu'on a dit la veille, parce qu'il y a une nouvelle situation qui vous apparaît. C'est vrai qu'on a eu une succession d'événements ou de processus inattendus. Le résultat du référendum lui-même n'était pas attendu par David Cameron et par... Il faut rappeler, c'était donc le 23 juin 2016 et le 24, il démissionnait après 52% de vote pour le Brexit. Exactement. Et donc, nous assistons à une série de conséquences qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas attendues. Une remontée partielle du multipartisme, les résultats qu'on a vus aux élections européennes, même si les élections européennes sont très différentes des élections législatives normales. Qu'est-ce que vous appelez le multipartisme ? C'est-à-dire autre chose que les deux partis principaux qui tiennent la politique britannique depuis maintenant 2 siècles ou 3 siècles. Voilà, depuis les années 1920, 1930, lorsque le Parti travailliste a remplacé le Parti libéral comme principale force politique sur la gauche ou le centre-gauche de l'échiquier politique, tous les gouvernements successifs ont été travaillistes ou conservateurs, et aucun autre parti n'a pu peser véritablement. Or, maintenant, nous assistons à une montée de popularité des libéraux-démocrates qui réussissent à faire venir à eux l'électorat anti-Brexit. Parce qu'ils sont majoritairement eux-mêmes anti-Brexit, et ils sont anti-Brexit, les libéraux-démocrates. Parce qu'ils ont eu un positionnement extrêmement clair qui a été de dire nous voulons empêcher le Brexit par la voie démocratique, par la voie de nouveaux référendums, nous voulons empêcher le Brexit. Et vous avez le Parti conservateur qui est menacé sur sa droite, qui était déjà menacé sur sa droite au moment du référendum par le UKIP de Nigel Farage, et maintenant par le nouveau parti de Nigel Farage, le parti du Brexit, qui a une influence considérable sur le positionnement du Parti conservateur, qui cherche à ne pas perdre de voix de ce côté-là. Et puis, effectivement, on découvre aussi une ambiance, on découvre aussi un débat parlementaire très agité. C'était la semaine dernière. The ayes to the right, 328. So the ayes have it, the ayes have it. I do think the Prime Minister, with the greatest respect, has a tremendous skill in keeping a straight face whilst he's being so disingenuous. You've all crowed and given sympathy to me about the problems that we have in the Labour Party. The motion has not obtained. As if that was something very boring for him to listen to tonight. He's desperate, absolutely desperate, to avoid scrutiny. The motion has not obtained the majority required. On aura reconnu la voix de Boris Johnson, de Jeremy Corbyn, de John Bercow, justement le speaker de la Chambre des communes, et de bien d'autres dans ce montage de la BBC, donc, qui a tenté de résumer en quelques secondes ou dizaines de secondes ce qui s'était passé donc, dans cette Chambre des communes la semaine dernière. Ce John Bercow, il est apparu comme une sorte de vedette. Il est là depuis longtemps. Depuis 10 ans. Il avait dit qu'il resterait 9 ans, mais ensuite il a dit je vais rester quand même un peu pour voir jusqu'où va ce Brexit, et il a annoncé donc tout à l'heure sa démission définitive. C'est une véritable figure, d'autant que du Parti conservateur, arrivé à ce poste de speaker de la Chambre des communes, il s'est fait des amis de l'autre côté, et qu'au bout du compte, il a été plus applaudi du côté des travaillistes que du côté des conservateurs aujourd'hui. C'est juste, l'image est assez frappante à la Chambre des communes. On en a vu d'autres, des gens qui traversaient la Chambre des communes pour aller sur les bancs de l'adversaire. Mais c'est vrai qu'il a été vu ces derniers mois comme un défenseur à la fois de
d'une absence, si possible, de no deal et des droits du Parlement pour justement s'opposer à cette tentative violente de présenter la possibilité d'un no deal. Alors, il faut justement s'arrêter sur cette question-là parce que les droits du Parlement font qu'il y a une discussion lorsqu'on suit cette affaire du Brexit ou de ce qui peut se passer en Grande-Bretagne aujourd'hui. Il y a une discussion entre justement des gens comme vous qui sont spécialistes de droit public, de droit constitutionnel pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a eu un grand débat sur cette interruption des séances du Parlement à partir de ce soir jusqu'au 14 octobre, voulu par Boris Johnson. Est-ce que c'était constitutionnel? Est-ce que ça n'était pas? Mais en tous les cas, il y a une discussion sur ce qu'est le parlementarisme et ce qu'est l'appel au peuple, tel que Boris Johnson veut le faire, Emmanuel Sonia-Cassia. Et alors, attention, ce n'est pas simplement une interruption. On n'a pas de mot équivalent finalement en termes de prorogation en français, parce que c'est ni une prorogation, c'est un faux ami, ni une suspension, c'est tout s'arrête. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres possibilités de suspension des travaux, tout s'arrête, y compris dans les commissions permanentes. Le travail à la Chambre des communes et à la Chambre des lords est complètement gelé dans une prorogation. Normalement, ça se fait au printemps, entre 2 sessions parlementaires, ça dure quelques jours, et là, ça va durer 5 semaines. Ou quelques semaines, ça peut aller jusqu'à 2 semaines, prolongées ou pas par l'interruption due aux conférences des partis politiques. Mais là, c'est effectivement une interruption d'une très grande durée, inhabituelle, et qui a crispé les parlementaires, parce que si la procédure est constitutionnelle en tant que telle et ne viole aucune règle constitutionnelle... Certains ont tenté de faire croire que c'était possible que ce soit un viol de la Constitution, et en fait, on a dit non, ça n'en est pas. En tout cas, on a dit non, on n'a pas encore le nom final juridictionnel, puisque les premières juridictions se sont prononcées à la suite de 3 recours qui ont été déposés, et notamment par Madame Miller, qui a fait beaucoup pour les droits du Parlement par un premier recours, et qui a fini par être jugé à la Cour suprême en 2016. Mais il va y avoir un arrêt de la Cour suprême prévu le 17 septembre. Enfin, la Cour suprême va se prononcer le 17 septembre. Donc, on aura un peu plus de certitude sur la violation ou pas de la lettre de la Constitution. Mais en tout cas, comme je l'ai écrit, pour moi, l'esprit de la Constitution a été violé par l'utilisation de cette procédure parlementaire, donc légale, mais dans un contexte qui est tout à fait particulier, tout à fait inédit, et qui empêche, dans un moment crucial pour l'histoire du Royaume-Uni, au Parlement de fonctionner, de contrôler et de légiférer. Adrien Rode, puis Aurélien Antoine. Adrien Rode. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette procédure est ordinairement utilisée de manière qui ne suscite aucune controverse, une fois par an, au printemps, pour permettre au gouvernement d'introduire au Parlement son nouveau programme législatif pour l'année à venir. C'est ce qu'on appelle le discours de la reine. Ce qui est particulier ici, ce qui est totalement inédit et ce qui a fait scandale, c'est la politisation de cette procédure et le fait de l'utiliser donc à un moment crucial pour gêner le Parlement, pour rendre plus difficile la tâche du Parlement au moment où les députés devaient pouvoir avoir leur mot à dire et contrôler l'exécutif, ce qui est leur rôle. Oui. Alors, il faut quand même préciser, peut-être pour les auditeurs, que c'était la session parlementaire la plus longue qu'on ait connue depuis longtemps, puisqu'il avait été décidé justement, afin d'achever le processus du Brexit, de ne pas avoir d'interruption, enfin de changement de session parlementaire et de discours de la reine l'année dernière. Donc il y a quand même cet élément aussi assez inédit, qu'on a eu une session parlementaire extrêmement longue par rapport à d'ordinaire. This is what democracy looks like. 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 Voilà, des manifestations à Londres le 31 août, après l'annonce justement de Boris Johnson de suspendre, on ne dit pas suspension, on ne dit pas prorogation, on ne sait pas comment on dit d'ailleurs, de ce Parlement. Et d'ailleurs, en l'occurrence, Aurélien Antoine, quand on dit le Parlement, c'est la totalité du Parlement, ce sont les 2 chambres, Chambre des communes et Chambre des lords, qui sont suspendues à partir de ce soir, c'est cela ?
Il faut même aller plus loin. Petit point historique, le Parlement au Royaume-Uni, c'est le monarque en son Parlement. C'est-à-dire qu'on y inclut même le monarque. Oui, alors et c'est effectivement la Chambre des communes et la Chambre des lords. Je reviens juste sur le terme prorogation, parce qu'il existe des occurrences en langue française de prorogation qui ont le même sens que ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc on peut avoir des bonnes de juristes entre collègues, mais après avoir fait des recherches dans le cadre de mes articles pour l'Observatoire, le mot prorogation qui n'est pas un prolongement a un second sens qui peut conduire à la suspension, notamment dans des clauses contractuelles, mais enfin bon bref. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'il peut arriver effectivement qu'entre la langue anglaise et la langue française, on ait des mots semblables, et cela remonte à une époque très ancienne. En l'occurrence, Aurélien Antoine, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire sur ce coup de force, pourrait-on dire, de Boris Johnson, tel qu'il a été décrit par Emmanuel Saunier-Cassia et Aurélien Antoine. Vous dites, vous, qu'il y a une responsabilité de ce Parlement dans ce qui lui arrive aujourd'hui. Oui, alors je partage quand même l'idée parce que je l'ai écrit également, qu'il y a une atteinte quand même à l'esprit de la Constitution en voulant brider le Parlement. Moi, je me place vraiment sur un aspect juridique de droit constitutionnel. Le Parlement a aussi sa part de responsabilité. Premier point, parce qu'au mois de mars, à force d'avoir dit non à tout et de ne rien proposer, et on le sait, c'est un des mécanismes constitutionnels classiques, et on en a des bonnes expériences en France, quand la représentation nationale n'arrive pas à se décider, il faut bien que quelqu'un tranche. Et parfois, et nous c'est prévu dans notre Constitution, on donne cette possibilité dans certaines circonstances, soit au peuple, par l'action du président de la République. C'est pas complètement le cas évidemment au Royaume-Uni, mais au bout d'un moment on a une situation de blocage. Et d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon tout dernier article dans l'Observatoire du Brexit, il n'est pas du tout certain que ce que l'on connaît actuellement, ce que font les parlementaires, ne conduisent pas à ce qu'on se retrouve exactement dans la même situation au mois de janvier, le 31 janvier, si le report est adopté. Si Boris Johnson remporte des élections au mois de novembre, tout ça n'aura servi à rien. Il faut quand même en avoir conscience. Le second point, c'est que le Parlement n'a pas été bâillonné. D'ailleurs, on a tout de suite parlé de la brutalité de Boris Johnson, ce qui est vrai, mais sa prorogation, prorogation, comme vous le voulez, était assez bien calibrée, parce que le Parlement a pu s'exprimer. Il a adopté cette loi et il aurait pu même aller beaucoup plus loin. J'ai eu beaucoup de mes collègues britanniques qui ont un peu stigmatisé, mais c'est régulier dès qu'il y a une crise au Royaume-Uni, la dimension souple de la Constitution. Mais elle a aussi un avantage dans de telles circonstances. Rien n'empêchait les parlementaires de considérer que la prérogative royale telle qu'elle a été utilisée était illégale et d'adopter un acte du Parlement pour revenir sur la décision même de Boris Johnson et peut-être de remettre en cause cette prérogative royale. Ça s'est déjà fait à maintes reprises dans l'histoire et encore tout récemment par une loi justement sur l'encadrement de la dissolution du Parlement. Il y avait cela qui était possible. Et puis il y avait l'action de motion de censure. Moi je reste toujours assez dubitatif et je crois que je ne suis pas le seul sur l'incapacité des opposants à Boris Johnson à trouver une plateforme commune. Parce que si vous voulez, on peut avoir des cris d'orfraie, parler de coups d'État, de situations similaires aux grandes guerres, etc. Mais à l'époque des scandale guerres mondiales, constitutionnel, comme l'a dit John Bercow lui-même. Oui, il a parlé d'outrage à la Constitution. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce qui est certain, c'est que quand on a une classe politique de très mauvais niveau, quand même le dire, même si vous avez de très bons outils, si vous ne savez pas vous en servir, malheureusement vous avez tendance à les casser et à ne pas pouvoir sortir de la situation. Et je pense qu'on a un vrai problème de classe politique et la constitutionnalité, malheureusement, là, n'est pas d'un très grand secours. Emmanuel Saunier-Cassia. Ah oui, je suis absolument d'accord avec Aurélien. On partage beaucoup de choses, même si on a des mini-désaccords, sur la responsabilité de l'opposition. Je pense que il y avait une présentatrice, je crois, c'était sur Channel 4 il y a deux ou trois jours, qui disait en fait, on a un Premier ministre qui ne voulait pas d'élection qui en demande. On a un leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, qui demandait des élections et qui n'en veut plus aujourd'hui. Voilà, ça c'est la politique britannique. Alors, c'était un peu un trait d'humour. Ça a été repris en boucle par de nombreux journalistes d'ailleurs, cette dialectique. Non, la responsabilité incombe plus peut-être qu'au Parti travailliste, à Jeremy Corbyn lui-même. On aurait un autre leader à la tête du Labour. Je pense que les choses se seraient passées autrement et qu'une motion de défiance aurait pu être effectivement portée dès le premier jour de reprise de la session parlementaire, comme ça avait été envisagé au cours de l'été, et conduire à l'organisation d'élections qui auraient
donner quand même une vue un peu plus claire sur la situation et le soutien pour chaque parti principaux à la Chambre. Adrien Rod. Oui, c'est vrai. La difficulté pour Jeremy Corbyn, lui avait proposé aux autres partis d'opposition qu'ils lui permettent de devenir Premier ministre, de mener un gouvernement par intérim qui aurait pour seul mandat d'organiser des élections anticipées et de chercher un mandat populaire pour organiser un nouveau référendum. La difficulté pour lui, c'est effectivement qu'il n'est pas soutenu, il n'est pas soutenu par une bonne partie des membres de son propre parti, par une large majorité en fait des membres de son propre parti à la Chambre des communes, et que ce soit le Parti libéral-démocrate ou que ce soit les centristes du Parti conservateur, ils ont refusé absolument de lui donner les clés du number 10 Downing Street, comme on dit. Mais il faut dire aussi que le leader qui est Boris Johnson n'est pas soutenu non plus par la totalité de son propre parti, donc c'est assez complexe. Il est même clairement minoritaire au sein de son propre parti. Oui. Maintenant, la position de l'opposition de Jeremy Corbyn et des autres partis d'opposition maintenant, qui est de refuser qu'il y ait lieu des élections tout de suite, se comprend tout à fait. Parce qu'on peut en discuter d'un point de vue éthique, si vous voulez, de ne pas vouloir faire un recours au peuple tout de suite. Mais il est évidemment dans l'intérêt de Boris Johnson d'avoir des élections à la mi-octobre, donc avant le 31 octobre et avant le Conseil de l'Union européenne, les 17 et 18, pour qu'il apparaisse toujours comme l'homme fort du Brexit et qu'il ait un mandat. Si Boris Johnson ne parvient pas à sortir de l'UE au 31 octobre, il est extrêmement affaibli. Et il va perdre des voix et des sièges du côté de chez Nigel Farage. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat consacré à la démocratie britannique avec un extrait du Last Week Tonight de John Oliver sur HBO, la télévision américaine, un Fuck the European Union. Donc il faut rappeler que John Oliver est un animateur de télé américaine, mais qu'il est né en Grande-Bretagne, en Angleterre, et que donc il s'intéresse comme beaucoup à ce qui est en train de se passer sur place. Venons tout de même à cette question du peuple tel qu'il est utilisé dans le discours contemporain, Emmanuel Saunier-Cassia. Alors, est-ce que c'est si nouveau que cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, faire rentrer le peuple comme arbitre de questions qui sont au départ parlementaires, est-ce qu'on a le droit de le faire rentrer tel qu'on veut le faire Boris Johnson? En tout cas, c'est une véritable discussion et cela permet de se plonger dans la longue histoire de la démocratie britannique, en particulier de cette démocratie parlementaire, puisque théoriquement, cette démocratie est huilée, fonctionne bien et qu'on peut justement lui faire confiance pour pouvoir surmonter les crises. Oui, toute la difficulté dans le débat actuel tient au fait que l'on a utilisé un outil qui devient un peu plus courant au Royaume-Uni, mais qui n'a pas évidemment l'ancestralité de la légitimité parlementaire et de la souveraineté parlementaire, qui est l'instrument du référendum. Et un référendum qui n'est pas exactement semblable au référendum tel qu'on l'utilise en France, parce qu'il n'est pas supérieur, d'après ce que j'ai cru comprendre, à la décision parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de caractère contraignant. Impératif. Voilà, c'est-à-dire que le résultat du référendum n'engage pas le pouvoir à donner effet au résultat du référendum. Mais évidemment, entre le droit et la politique et la réalité à accorder au résultat du scrutin, il y a évidemment un monde. Et il faut rappeler aussi que les résultats étaient très serrés. 17,4 millions de voix en faveur du Leave et 16,1 en faveur du Remain. Et la difficulté vient aussi de là, c'est-à-dire qu'on est dans un résultat extrêmement serré sur une question extrêmement simple qui a été posée. Alors que la question n'était pas simple. Sortir de l'Union européenne au bout de plus de 40 années d'existence sans se poser la question de comment on sort, en ayant asséné des mensonges pendant toute la campagne électorale pré-référendaire, indiquant qu'on peut sortir comme cela du jour au lendemain sans difficulté, notamment sur le plan juridique. Évidemment, c'était un pari perdu d'avance sur le plan de la présentation au peuple de ce qu'est la réalité de ce sujet. Et ce peuple, on sait qu'il peut être utilisé dans tous les pays européens pour pouvoir justement se prévaloir justement d'une légitimité
supplémentaires, ce peuple, il est mobilisé. On est ennemi du peuple, par exemple, depuis maintenant 2016 à cause de la décision Miller, donc de la Cour suprême. On est ennemi du peuple parce que justement, on considère que ces juges qui ont dit que le Parlement devait statuer sur tout accord, eh bien, ce sont des ennemis du peuple. On trahit la volonté du peuple, en l'occurrence Aurélien Antoine, et on se dit c'est curieux de le voir surgir de cette manière, ce peuple qui, d'une certaine façon, dans cette démocratie britannique, était plutôt mis à l'écart, puisque tout se passait justement dans cette représentation par l'intermédiaire de la Chambre des communes, de la Chambre des lords et de la monarchie parlementaire. Oui, alors peut-être un élément historique dans toute l'histoire constitutionnelle britannique, le recours au référendum au niveau de l'ensemble du Royaume-Uni, j'ose pas dire la nation britannique, parce que bon, comme il y a un certain nombre de nations dans le Royaume-Uni, c'est pas forcément très, très clair, mais sur l'ensemble du Royaume-Uni est effectivement très rare. Au niveau local, on avait beaucoup plus de pratiques de ce type de consultation, et il est vrai que la culture au niveau national, je vais dire, est récente. Il ne faut quand même pas oublier que le premier référendum à l'échelle du Royaume-Uni, de l'ensemble du Royaume-Uni, c'est sur l'adhésion de l'Union européenne. D'ailleurs, se replonger dans les débats parlementaires de l'époque, ce que je suis en train de faire dans le cadre de mes recherches en ce moment pour un futur ouvrage, est tout à fait passionnant parce qu'on se rend compte que toutes les problématiques, notamment quand on se plonge dans les Hansard, ces recueils des débats parlementaires, qui sont évoqués aujourd'hui sur la souveraineté du Parlement, sur prendre le contrôle, sur les arguments économiques, étaient déjà présents. Et on oublie un peu souvent qu'à l'époque, on parlait déjà aussi beaucoup du peuple, des peuples britanniques, et que finalement, c'était aussi très difficile, cette adhésion. Elle a été extrêmement rude pour les Britanniques dans un contexte particulièrement compliqué. Oui, Adrien Roth, tout de même, ce qui complique encore les choses pour la compréhension, c'est qu'il y a des brexiteurs de droite conservateurs, il y a des brexiteurs de gauche, parmi eux, par exemple, le très grand historien qui est Robert Holmes, brexiteur de gauche, qui considère que tout compte fait, faire appel au peuple, c'est normal, puisqu'il est historien de la commune, et il pense qu'on peut justement aller au-dessus du Parlement, parce que ce Parlement, dit-il, jusque dans la fin des années 20, il est devenu véritablement démocratique à ce moment-là, mais qu'auparavant, c'était une coalition d'intérêts qui n'était véritablement pas démocratique, et donc que ce Parlement, qui se targue d'être une vieille institution, est une institution, à ses yeux, un tout petit peu biaisée. C'est ce que dit Robert Holmes, mais voilà. Oui, c'est vrai que le Parlement n'est pleinement démocratique qu'à partir de 1928. C'est la date où les femmes qui n'avaient pas encore le droit de vote l'obtiennent au même titre que les hommes. On peut difficilement reprocher au Parlement britannique des siècles antérieurs de ne pas avoir été pleinement démocratique. Non, mais il dit qu'il y a eu un mythe parlementariste qui a été forgé au 19e siècle et qu'au bout du compte, on y a cru pendant un assez longtemps, et qu'au bout du compte, il est encore dans la tête de tous les hommes politiques britanniques, se disant plus vieille démocratie européenne, avec ce parlementarisme qui est instauré depuis au moins 3 siècles. Alors, il y a des éléments de mythe si on considère que les origines du Parlement équivalent aux origines de la démocratie, ce qui effectivement n'est pas vrai. Pendant très longtemps, seule une très petite minorité d'hommes avaient le droit de voter et d'être représentés. Mais le Parlement a eu pour origine de défendre certains droits de la population, de contrôler, de brider le monarque. Et la démocratie s'est développée petit à petit, notamment à partir du 19e siècle, avec l'extension peu à peu du droit de vote à plus en plus de... Et de permettre un équilibre des pouvoirs, finalement, c'est-à-dire d'empêcher un autoritarisme qui pourrait être une tentation de tout gouvernement ou de tout exécutif, et il y a plusieurs épisodes historiques qui l'ont montré. Le Parlement a fait l'objet de tentatives de restriction de ses propres compétences, et notamment la Chambre des Lords, dont on ne parle pas beaucoup ces derniers temps, mais qui est aussi un élément très important de ce Parlement britannique. Avec un changement progressif, et là, plus récent, alors avec un changement progressif, de la nature des Lords. Effectivement, mais avec aussi une volonté de brider son opinion, sa participation au processus de contrôle et au processus législatif. Je fais référence
notamment un débat qui est très amusant en novembre 1947. Vous savez, ce fameux débat où Churchill a prononcé la fameuse phrase sur la démocratie, le pire des systèmes, à l'exception. Voilà. En fait, ce n'est pas une phrase qu'il s'est attribuée à lui-même, c'est une phrase qu'il a indiquée comme étant quelque chose de répété de manière continue, et où Churchill, à l'occasion de ces débats qui en réalité portaient sur une tentative du gouvernement de brider les droits de la Chambre des Lords, d'empêcher un droit de veto, va rappeler justement ces tensions entre la souveraineté parlementaire, les tentatives de l'exécutif et la place du peuple. Et il va rappeler la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il va, comme cela, pendant des minutes et des minutes, s'opposer au Leader of the House qu'il avait accusé de ne pas avoir été un démocrate pendant toute sa vie politique, et rappeler ces tensions et l'importance que le Parlement continue à défendre les droits des Britanniques. Aurélien Antoine, sur cette question justement, en particulier de cet appel au peuple tel qu'il a été fait et tel que le pense par exemple un historien comme Robert Tombs et ces Brexiteurs de gauche qui disent oui, il faut sortir parce que tout compte fait, c'est la souveraineté du peuple plutôt que le mythe parlementariste. Je reviens à ce qu'a dit mon collègue, c'est tout à fait juste. Je crois qu'il y a un peu une confusion dans les esprits qui est fréquente entre parlementarisme et démocratie. Le parlementarisme a fini par amener la démocratie au Royaume-Uni pour des raisons, alors peut-être pas forcément exclusivement juridiques ou constitutionnelles, mais aussi en réaction à l'évolution du tissu économique et social. Il faut avoir conscience que ce mouvement démocratique a aussi été des droits donnés à des salariés qui n'en avaient pas beaucoup pour s'exprimer et participer à la vie de la nation, et que la représentation, on ne va pas revenir sur toute l'histoire de la représentation, est le moyen le plus efficace pour gouverner, parce que si on donne la parole à chaque fois au peuple, ou si le peuple peut se saisir de toute question de façon constante, ça devient totalement ingouvernable. Et cette opposition... Vous le dites, il y a certains qui, en France, ailleurs aujourd'hui, pensent que c'est possible, mais effectivement, la démocratie directe, jusqu'à maintenant, n'a pas toujours fonctionné dans ces cas-là, mais il y a toute une tendance de fond européenne qui réfléchit à ces questions de démocratie directe et qui viendrait brider ou dépasser la démocratie parlementaire. Bien sûr qu'il faille y réfléchir, oui, mais je ne pense pas qu'il faut avoir une outrecuidance, une espèce de haute estime de soi-même pour penser qu'avec des millénaires passés à réfléchir sur ces questions-là, on va pouvoir inventer, c'est peut-être un côté un peu conservateur, mais pouvoir inventer la machine qui va satisfaire complètement les peuples par rapport à ceux qui gouvernent. Je pense qu'il faut y réfléchir, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur la participation du citoyen, et dans quelle mesure d'ailleurs il veut le faire, parce que le citoyen se saisit des questions quand il se sent interpellé directement, que ça concerne sa vie quotidienne, quand tout va bien, quand quand on est en forte période de croissance, on se rend compte que le citoyen s'engage aussi un petit peu moins. Et je pense que cette réflexion, il faut l'avoir constamment, il faut toujours y réfléchir, mais il ne faut pas, jeter le bébé avec l'eau du bain. La représentation et un travail multiséculaire qui s'est produit au Royaume-Uni ne saurait être d'un revers de manche écarté comme cela. Alors, on a compris qu'il n'y a pas beaucoup de Brinos parmi nous, c'est-à-dire ceux qui sont appelés Brexit in name only, c'est-à-dire que des gens qui sont accusés par ceux qui sont pour un Brexit dur façon Boris Johnson d'être des gens plutôt proches d'un Brexit mou. Est-ce que vous êtes Bobs ? Parce que j'ai appris qu'il y avait des Bobs. Vous savez ce que ça veut dire, les Bobs ? J'ai lu ça dans la presse britannique. Board of Brexit. Est-ce que vous êtes fatigué du Brexit, Emmanuelle Sonia Cassia ? Ah non, je suis une Brexit addict complètement assumée. Lassée de 3 ans. Vous n'êtes pas lassée de 3 ans de débat ? Non, je ne suis pas lassée, je suis fatiguée, mais je ne suis pas du tout lassée. Chaque jour apporte son lot de réflexions juridiques et politiques, donc je ne suis pas lassée. Et vous non plus, Adrien Rod ? Non, pour la même raison, je pense. Les rebondissements sont tellement intéressants et c'est vrai que cela nous permet de réfléchir à nouveau sur le fonctionnement de ces institutions et en l'occurrence de faire découvrir aussi à vos auditeurs et à d'autres. Ah oui, ça c'est sûr qu'on découvre effectivement au-delà de quelques idées reçues comment ça fonctionne. Et de votre côté, Aurélien Antoine, vous n'êtes pas Bobs non plus ?
Eh bien, si, un petit peu quand même, parce que... ah oui, forcément, quand on fait un observateur du Brexit, qu'on est obligé de poster tous les jours au moins un article ou deux, ça devient fatigant, j'imagine. Ça vous prend du temps. C'est très fatigant, comme disait ma collègue et amie Emmanuelle Sonnet-Cassia. Oui, on est fatigué. Mais c'est vrai que, pour nous, c'est un terrain très intéressant. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, moi, je suis ravi qu'on remette au goût du jour ce système qui est absolument passionnant. Mais il y a quand même derrière des enjeux qui sont, à mon avis, très importants. Il y a d'abord le peuple britannique, c'est une société profondément fracturée, je crois qu'ils n'ont pas besoin de cela. Il y a l'Union européenne qui, derrière l'unité sur la question du Brexit, est profondément divisée, n'arrive pas à renouveler son logiciel, et on n'a pas discuté de cela aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, les Britanniques sont dans ce marasme, il y a des raisons, mais l'Union européenne, forcément, dans son évolution, a aussi une part de responsabilité. Et je pense que si cela dure trop longtemps, au bout d'un moment, on remet à plus tard des dossiers qui sont, à mon avis, tout aussi importants, voire plus importants, et pourtant, c'est mon domaine de recherche, que l'étude des arcanes des règles parlementaires britanniques. Alors, Emmanuelle Sonnet-Cassia, on va vous demander de vous exercer un exercice que vous avez déjà fait beaucoup de fois. Vous avez été sûrement contredite plein de fois. Qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Ça, je me refuse depuis maintenant des mois ou des années à faire des pronostics. Vous avez compris, oui. On ne va pas faire ça sur France Culture quand même. Chat et chaud des crânes froids. Non, j'imagine bien. Non, mais c'était juste pour savoir, parce qu'on se dit effectivement, il y a tellement de surprises. On a commencé sur cette question des surprises, sur cette question des contre-pieds, qu'au bout du compte, on ne peut pas faire de pronostics au-delà de 2 heures, puisque en l'occurrence, exactement, il y a 2 heures de temps. Eh bien, le président de la Chambre des communes annonçait sa démission, ce qui n'était pas prévu. Adrien Rod, sur ces questions justement de comment ça va se dérouler, on n'a aucune idée. Pour ce soir, je vais peut-être regretter dans 2 heures d'avoir dit ça, mais pour ce soir, je serais quand même très surpris si les partis d'opposition acceptaient l'idée d'une élection. Puisqu'il faut 2/3 des voix pour pouvoir obtenir donc, des nouvelles élections. Oui. Pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, en fait, il n'est pas dans leur intérêt d'avoir des élections avant la mi-octobre, puisque... Si on a des élections mi-octobre, Boris Johnson est en position forte. Il peut se présenter comme le seul qui puisse faire en sorte que le Brexit ait lieu. S'il a une majorité conservatrice à la Chambre des communes ressortant d'une élection à la mi-octobre, ça lui permettrait d'annuler la loi Benn, la loi qui empêche une sortie sans accord, de se défaire du parti du Brexit et d'avoir à peu près les mains libres à la Chambre des communes. Donc les partis d'opposition ont tout intérêt à faire en sorte que les élections n'aient pas lieu avant le mois de novembre. Ça veut donc dire, Aurélien Antoine, qu'on est en attente, qu'on est dans la surprise potentielle, qu'on ne peut rien dire, que la semaine prochaine, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous serez peut-être autour de ce micro pour pouvoir à nouveau reparler de ce Brexit ? Ça, c'est certain, Laurent. Je vous donne rendez-vous fin octobre si vous le souhaitez. Moi, j'aurais juste un petit bémol par rapport à ce que vient de dire mon collègue. Je suis pas du tout sûr que Boris Johnson sera affaibli si son opposition ne dit pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire que, à part reporter le no deal, si l'opposition continue de ne pas dire clairement on va renégocier avec l'Union européenne, mais pour avoir un accord plus intégrateur encore que le backstop, ou valider, je ne sais pas, moi, l'accord de novembre 2018, pourquoi pas, après tout, il y a tellement de surprises, il n'y aura pas d'alternative à ce que propose Boris Johnson. Et les électeurs, ils veulent des choix clairs. Si ce choix n'est pas clair du côté de l'opposition de Boris Johnson, je crains que ce soit le 16 octobre ou le 16 novembre, ça ne change pas grand-chose. Et peut-être le 17 décembre, date prévue pour vous, Emmanuelle Sonnet-Cassia, pour la publication chez LGDJ de votre Brexit et l'avenir de l'Europe. Là, c'est un sale coup quand vous faites là, Emmanuel Laurentin. Donc voilà, on peut attendre encore un peu plus tard et votre éditeur attendra sûrement que tout cela soit terminé pour pouvoir avoir votre livre. Merci à tous les 3 ce soir d'être venus parler justement de cette démocratie britannique. C'était le temps du débat, 18h20, 19h chaque soir sur France Culture. Chloé Cambrolin, Fanny Richet, Rémi Bay, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui, Dalilia, et à la réalisation Thomas Duterre.